Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session webinar. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Nous sommes ensemble pour un webinaire de 30 minutes. Je vois encore des participants en train d'arriver. Et donc aujourd'hui, je serai accompagnée d'Anaïs. Si Anaïs, tu peux voilà, ouvrir ton micro et peut-être mettre ta webcam de manière à vérifier que tout le monde voilà, puisse nous voir toutes les deux pour cette présentation. Bonjour tout le Euh, monde. donc, nous représentons toutes les deux la société Eurecia. Eurecia est éditeur de logiciels dans la gestion des ressources humaines, mais ce n'est pas forcément à ce titre-là que l'on prend la parole aujourd'hui. On est plutôt là pour vous faire un retour d'expérience d'une PME qui est confrontée, comme beaucoup d'autres, à l'activité partielle. Et on a proposé ce rendez-vous de manière à pouvoir vous rassembler aussi, vous, de manière à ce que vous puissiez nous faire vos retours d'expérience. Alors, c'est un format un peu inédit pour nous. Ce n'est pas un webinar comme on a l'habitude de les faire. On espère que les échanges seront nombreux, que vous pourrez voilà, interagir de manière pertinente et régulière dans ce webinar pour nous faire aussi votre retour d'expérience, parce que je crois qu'en cette période, la richesse vient plus que jamais du partage d'informations et d'expériences. Donc, on va utiliser le support qui est à l'écran pour guider notre présentation. Maintenant qu'on vous a accueilli, je vais peut-être proposer que l'on recoupe les webcams de manière à vous concentrer vraiment sur le support et à privilégier la bande passante pour la qualité de l'audio. Bien, vous pouvez donc utiliser le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux à le faire. Nous avons avec nous Jennifer qui ne parle pas, mais qui est très active derrière le chat et qui va pouvoir nous aider à relayer vos questions et peut-être à vous assister dans certains cas. La session est enregistrée, donc vous aurez la possibilité d'avoir accès par la suite au replay si vous le souhaitez, si cette session vous paraît intéressante. Allez, passez cette première introduction. C'est parti. Donc, pour peut-être déjà la présentation des intervenants. Moi, mon rôle chez Eurecia est d'être chargée de développement commercial. Mais du coup, je prends cette autre casquette de pouvoir animer les webinaires. On essaye d'en produire de manière régulière pour vous informer et vous tenir en veille sur toutes les actualités RH. Et donc, Anaïs, je te laisse peut-être te présenter et présenter quel a été ton rôle et pourquoi tu prends la parole aujourd'hui sur ce sujet. Donc moi, c'est Anaïs Alila. Je suis contrôleur de gestion chez Eurecia. Donc aujourd'hui, on n'a pas de fonction RH à proprement parler au sein d'Eurecia. Donc le sujet a été délégué en fait donc à la direction financière. Donc j'ai participé activement à l'activité partielle avec l'appui du directeur financier. Donc ça nous semblait cohérent de partager notre expérience, sachant qu'elle a été assez riche et mouvementée. Donc voilà, je, je pensais que c'était important que vous puissiez voir que d'autres personnes, que les ressources humaines peuvent prendre ce sujet en main et que on est tous confrontés à la même situation. Je précise peut-être qu'on est une entreprise de 80 personnes. On est situé dans le sud-ouest de la France, dans la région toulousaine. Et on a eu l'occasion d'échanger avec Aline Gouget, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui au live, mais qui nous a donné aussi de précieux retours et de précieuses informations. Elle est RRH, elle a une fonction RRH pour Plateau Urbain, qui est une agence d'urbanisme en région parisienne, à Paris. Et c'est une entreprise de 30 personnes. Et donc, tout ce que l'on va vous présenter est né de l'expérience d'Anaïs, de l'expérience d'Aline, de ce qu'on a pu récolter comme information autour de nous. Et donc, encore une fois, on compte sur vous pour pouvoir enrichir ces expériences-là. Est-ce que vous voyez bien tous mon support, puisque je ne l'avais pas bien activé au démarrage? Anaïs, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Bon, parfait.
Eh bien, sans plus attendre, démarrons. Le premier point avant de se lancer dans le choix de l'activité partielle, c'est déjà de faire une analyse de la situation. Alors peut-être que vous êtes déjà passé par là, que vous avez déjà franchi cette étape-là, mais il nous semblait intéressant de commencer par là. Vous connaissez pour certains cet arbre de décision qui est eh bien, le schéma par lequel vous avez l'obligation de passer, quelles sont les questions à se poser pour savoir si vous êtes éligible à l'activité partielle. Et alors, je vais vous proposer à ce stade-là de répondre à un petit sondage de manière à pouvoir avoir une idée de qui est concerné parmi nous par l'activité partielle et de là où vous en êtes. Alors normalement, vous allez voir le sondage qui s'affiche. Donc, je vous demande de voter, de nous dire un peu où vous en êtes sur cette activité partielle. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises, hein, presque 60% qui sont déjà concernées. Pour d'autres, 25%, ça n'est pas encore une obligation, mais ça pourrait intervenir. Et pour 20%, c'est un sujet d'actualité. Très bien, donc on a quand même presque 40% des personnes qui sont là aujourd'hui qui n'ont pas encore fait ou qui sont en train de faire leur demande d'activité partielle. Je vous remercie pour vos réponses. Dans l'analyse de la situation, Anaïs, tu voulais intervenir sur la mise en place d'indicateurs. Ça a été un peu le point de départ de la démarche chez Eurecia. Tout à fait. Parce que donc nous, on est éditeur de logiciels, donc on a cette possibilité de faire du télétravail. Donc on n'a pas eu à devoir fermer l'entreprise et à mettre tout le monde en chômage technique. Donc on s'est posé la question quel va être l'impact de la crise à cause du Covid-19 sur Eurecia. Aujourd'hui, on suit des indicateurs mensuellement avec la direction. Donc, il nous a semblé important de pouvoir adapter ces indicateurs afin de comprendre l'évolution de l'activité. Et donc, comme on est dans une période assez exceptionnelle, on a décidé de les adapter pour avoir des indicateurs quotidiens. Donc, dès le 17 mars, on a commencé à se mettre d'accord sur certains indicateurs, à créer un tableau de bord, à essayer de les produire de façon journalière, hein, parce que des fois, ça peut ne pas être évident. Et à partir de là, voir l'impact. Donc, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. On aurait pu s'attendre des fois à avoir des indicateurs qui vraiment baissent de manière significative. Et finalement, on a une belle surprise. Des fois, c'était progressivement. Des fois, on a des jours qui sont très bien passés, d'autres jours un peu moins bien. Donc, pour nous, ça a été vraiment crucial de mettre en place ce nouveau tableau de bord et surtout de le partager avec tous les managers et avec la direction. Ça n'a pas été le contrôleur de gestion qui a fait ça dans son coin ou la direction qui a fait ça dans son coin. C'est vraiment un travail collaboratif afin de donner le plus de transparence possible sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc au tout début, donc là vous voyez à peu près, je vous ai mis des exemples d'indicateurs que l'on a suivis. Donc nous, on est une petite PME, hein, donc on n'a pas d'outils de production pour ces indicateurs. J'ai tout simplement utilisé Excel et donc avec des graphiques, des fois ça peut être très parlant. On a fait des graphiques quotidiens, des graphiques hebdomadaires pour avoir des visions la semaine où c'est des fois un peu plus parlant. Et donc au début, ça a été une analyse quotidienne. Aujourd'hui, on continue encore à les produire quotidiennement, mais l'analyse se fait plutôt à la semaine. Ça nous permet de vraiment voir qu'est-ce qui se passe durant toute une semaine, quelle est l'activité, la comparer à la première semaine de confinement. Et surtout, en fait, on a comparé ça avec des valeurs de référence, avec un mois classique d'activité. Alors bien sûr, le mois, on l'a pris par rapport à la saisonnalité, hein. On n'a pas pris par rapport à peut-être au mois dernier qui était un peu plus en baisse. On l'a pris par rapport à ce qui était attendu et ce qu'on a tendance à faire. Et bon là, donc c'est pas forcément les vrais chiffres hein, que je vous ai mis, c'est à peu près représentatif par rapport à la variation au niveau des indicateurs.
En tout cas, oui, au-delà des chiffres, Anaïs, ce que tu voulais montrer, c'était bien qu'il faut se baser sur des éléments tangibles pour la prise de décision, pour l'analyse. Notamment, on va le voir ensuite pour pouvoir étayer la demande d'activité partielle. Tout à fait, parce que c'est vrai que au tout début, on peut avoir des a priori, on peut se dire bon, on va tous être en télétravail. Déjà, j'imagine que ça a peut-être été le cas pour vous si vous avez dû faire du télétravail. Il nous a bien fallu une semaine pour vous organiser au niveau du télétravail. Donc la première semaine, au niveau de l'analyse des indicateurs, n'a pas été très représentative, mais on aurait pu faire de mauvais choix en fait si on n'avait pas mis en place ces indicateurs et aussi nous permettre de nous justifier, de nous rassurer et d'avoir une vision en fait sur l'avenir et sur ce qui se passe aujourd'hui. Je Quand sais on que fait ça, Plateau Urbain a fait la même chose quand on en a parlé avec Aline. oui. Pour eux aussi, ça a été décisif, même si eux, ils ont dû fermer une partie de leur entreprise. Donc, ils n'ont pas eu les mêmes, ils n'ont pas été confrontés au même choix que nous, mais en tout cas pour eux, ça, voilà, ça coulait de sens de mettre en place un tableau de bord et de le suivre encore aujourd'hui alors qu'il y a l'activité partielle en place. Dans l'analyse de la situation, évidemment, les points qui remontent au fur et à mesure de cette analyse régulière, quotidienne, hebdomadaire, le premier point, c'est de savoir qui est concerné par le sujet. Tu parlais notamment du recours au télétravail, donc est-ce possible ou pas? Est-ce que les managers sont d'office maintenus en activité ou est-ce qu'ils vont être concernés par l'activité partielle? Dans le retour d'expérience que l'on avait avec Aline, elle nous indiquait que, elle, de fait, selon les équipes, certaines personnes étaient impactées ou pas, de par le fait qu'ils étaient en contact avec du public ou non. Il y a différentes possibilités de tracer et de regrouper ces populations. Tout à fait. Et quand on est des petites entreprises, qu'on n'est pas des grands groupes, on est confronté à certains problèmes, comme certaines personnes occupent un poste unique. Et on sait que souvent c'est compliqué de se dire est-ce que j'ai le droit de mettre seule cette personne en activité partielle? Comment je peux regrouper ma population pour prendre les décisions? On a tous des niveaux de compétences différents, on va avoir des juniors, des seniors. Chez nous, ça a été une grande question de comment justement gérer les compétences des personnes pour pouvoir analyser qui va avoir recours à l'activité partielle et qui ne va pas l'avoir. Euh, on, on voulait alerter aussi sur un point, c'est qu'il y a désormais un changement, et ça c'est acté je crois depuis hier, hein, sur la situation des parents en garde d'enfants. Jusqu'à présent, la garde d'enfants était prise en charge par la sécurité sociale, hein, c'est bien ça Naïs, je ne dis pas de bêtises. Et à partir du 1er Oui. mai, ça sera d'office un recours à l'activité partielle, hein. Oui, tout à fait. Il y a eu un texte qui est sorti donc le 17 avril. Je tenais à vous le dire parce que nous, on est impactés, hein. On a bien sûr des papas et des mamans qui ont dû se mettre en arrêt pour s'occuper de leurs petits. J'en ai fait partie. Et en fait, il y a un nouveau texte qui est sorti qui demande à l'employeur d'indemniser à hauteur de 90% le pour compléter en fait la part des IGSS jusqu'au 30 avril. Et à partir du 1er mai, cette population-là passe directement en activité partielle. Donc voilà, ça fait retoucher un peu la paye de mars, ça nous refait adapter la paye d'avril alors qu'on est en plein dedans et surtout on commence à se poser des questions de comment arriver à gérer nos démarches par la suite avec ces nouvelles directives. Nous, pour la population qui est concernée par l'activité partielle, on va avoir les CDI et les CDD. On a des stagiaires aussi qui peuvent être concernés. Non, après, on n'a pas d'intérimaire, on n'a pas eu de contrat pro non plus, donc on s'est pas posé ces questions-là. Et on a eu un peu de sous-traitance, et donc là, c'est plutôt la partie juridique avec l'étude des contrats qu'on a regardé pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Si tu veux bien, Anaïs, j'intègre avec nous dans la discussion Aubry Laroche. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez utiliser votre micro?
Allô, allô? Ah, on n'entend pas. Non. Alors, on ne vous entend pas, Aubry. Normalement, vous avez le micro qui est ouvert et vous souhaitiez intervenir avec nous. Je vous en remercie sur cette question de l'activité partielle. Bon, on va tâcher de résoudre ce petit souci d'activation de son. Et puis on vous retrouve de suite après. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez trouvé une solution de votre côté. Excusez-nous, hein, c'est un live et c'est un format un peu différent de d'habitude. Mais je pense que c'est bien si on peut de temps en temps pouvoir vous donner la parole. N'hésitez pas à lever la main pour ça. J'essaierai d'en tenir compte au fur et à mesure de la présentation. Du coup, Anaïs, pour reprendre le fil de la présentation, une fois qu'on a bien cerné quelles sont les populations concernées, avant de faire sa demande, on va y venir, hein, on fait plusieurs scénarios, c'est ça? Exactement, parce que donc une fois qu'on a à peu près identifié, qu'on a réussi à regrouper les personnes par catégorie, on ne peut pas simplement se donner un seul scénario. On connaît pas la vérité, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc nous, on a fait un scénario bas et un scénario haut, avec donc une fourchette très très large, pour essayer de voir l'impact que l'activité partielle pouvait avoir sur notre activité et aussi financièrement. Donc ces simulations, elles ont été faites par les managers. Donc c'est eux qui connaissent exactement la charge de leurs équipes. La plupart du temps, ça a quand même été partagé avec les équipes parce qu'ils peuvent eux-mêmes dire si oui ou non ils ont l'impression d'avoir une baisse d'activité. Et donc après, ça a été partagé au sein du comité de direction auquel on a regroupé toute l'information et moi j'ai pu faire certaines simulations pour voir les impacts financiers et aussi challenger ce que les managers auraient pu nous donner comme information. Justement, tu parlais des impacts financiers. Bon, bah, il va falloir étudier les différents impacts avant d'acter la demande d'activité partielle. C'est bien ce qui a été fait chez Eurecia, impact financier et impact organisationnel aussi. Et à ce stade-là, j'avais envie de vous lancer un deuxième sondage de manière à savoir, à votre niveau, quels ont été ou quels sont les arbitrages qui vous semblent les plus difficiles à vivre. Est-ce que vous voyez le sondage qui s'affiche à l'écran? Oui. On le voit bien. Alors, on voit que les votes commencent à se faire. Quel est le pourcentage d'activité partielle à envisager? C'est ça qui est le plus compliqué, a priori, à trancher pour vous. C'est intéressant. Est-ce que tu as eu cette même problématique, Anaïs? Est-ce que tu dirais que ça a été ça le plus difficile à trancher pour toi et pour l'équipe administrative et financière? Pour nous, ça a été un peu tous les sujets puisqu'on a été confrontés à plusieurs difficultés. Donc à chaque jour, une nouvelle difficulté. À ce jour, je pense que ce qui a été le plus preneur de temps, on va dire que c'est le calcul de l'indemnité Oui. par rapport au texte. Mais à ce jour, si on devait, à ce jour, une fois qu'en fait tout ça s'est acté, c'est quand même le suivi de la charge des personnes et savoir à quel pourcentage d'activité partielle on met les personnes. Alors, bah, tu parlais justement du calcul de l'indemnisation. Bah, ça fait partie des questions qu'on se pose en priorité pour connaître l'impact financier. Donc, je te laisse présenter cette partie-là. Oui, tout à fait. Donc, quand le gouvernement a annoncé l'activité partielle, il a donné certaines règles assez claires. Sauf que nous n'avons pas eu de chance. On ne faisait pas partie des personnes pour lesquelles c'était facile.
Nous sommes sur des contrats 30 heures, donc nous avons des heures supplémentaires à gérer et ça a été compliqué de savoir comment justement prendre en compte ces 4 heures supplémentaires au niveau de la paye. Est-ce on allait recevoir une allocation? Est-ce qu'il fallait qu'on le maintienne, qu'on le maintienne pas? Donc, on a dû faire beaucoup de veille sociale sur le sujet. On a eu une réponse très tardivement avec des textes qui ont beaucoup changé. Ça a été assez compliqué et on se trouve chanceux finalement de ne pas avoir dû faire de l'activité partielle dès le premier jour du confinement. Parce que rien que lire tous ces textes et trouver la bonne méthode de calcul, ça a été très fastidieux. Donc, nous avons aussi une population avec des variables importantes. Donc, il a fallu gérer cette population-là, savoir comment on le prend, comment les variables sont définies dans les contrats. Ensuite, on a eu des temps partiels, on a eu des stagiaires. Donc voilà, donc une multitude en fait de populations avec des contraintes juridiques assez fortes pour calculer cette indemnisation. Une fois qu'on a été clair sur les règles, alors sur ces règles-là, je précise, moi j'ai fait beaucoup de veille, j'ai fait beaucoup de préconisations. J'ai travaillé en partenariat avec le directeur financier pour qu'il challenge justement ma vision. Dès qu'on nous avions un doute, on l'a fait bien sûr valider par des prestataires externes, comme par exemple notre avocate sociale, pour être sûr qu'on ne se trompait pas de chemin. Chez Euretia, on a eu aussi la grande question de qu'est-ce que l'on fait concernant le maintien d'indemnité. Est-ce que de maintien de salaire, pardon, est-ce qu'on maintient le salaire ou pas? Qu'est-ce que préconise le gouvernement? Combien ça coûte à l'entreprise en fait de maintenir ce salaire? Est-ce qu'on peut se le permettre en termes de trésorerie? Donc là, on a utilisé notre prestataire de paye, donc la paye est externalisée. On leur a demandé de faire des simulations de bulletins selon différents scénarios. Je vous cache pas que ça a été assez fastidieux parce que en fait, les prestataires de paye ne sont pas forcément au fait de toutes les nouveautés. Les logiciels de paye n'ont pas forcément le temps d'adapter leurs solutions par rapport à cette activité partielle. Donc, nous avons dû suivre ça de près, challenger énormément les chiffres qui nous étaient donnés pour finalement, à la fin, donc acter la décision d'entreprise. Qu'est-ce que l'on fait? Et surtout, est-ce que c'est juste une solution pérenne ou est-ce que c'est juste aujourd'hui on peut se permettre de faire ça, donc on va communiquer sur ça. Un point peut-être à rajouter. Oui, j'allais justement venir. Dire sur cette spécificité. Vas-y. C'est que il y a quelque chose qui n'est pas forcément des fois connu, c'est que si on décide de maintenir le salaire, au moins sur les 30% supplémentaires pour la partie des 35 heures, on n'a pas de charge sociale. Donc des fois, l'impact financier peut être moindre, alors que la partie heures supplémentaires, les 4 heures supplémentaires, si l'employeur décide de les financer, c'est 4 heures qui rentrent dans le brut, qui sont assujetties aux charges sociales. Et sur ce calcul d'indemnisation, il faut aussi vous rapprocher des dispositions qui existent au niveau de votre convention collective, puisque certaines conventions collectives peuvent de fait être déjà plus favorables que ce que propose l'État. Donc, c'est vraiment une bonne pratique à avoir. Si à ce stade-là, parce que je sais que c'est un sujet qui est très important, qui vous préoccupe beaucoup, si certains d'entre vous veulent participer, je veux bien essayer d'ouvrir quelques micros. Donc, allez-y, levez la main si vous avez des questions. Ah, on a une question, une personne qui demande quelles sont tes sources pour la veille, Anaïs? Alors nos sources, nous on a eu de la chance, c'est que nos partenaires en fait nous envoyaient directement des documents. Bon, des fois ils étaient erronés, donc c'était pas des bonnes sources. Notre avocate sociale a été remarquable dedans, elle nous a envoyé tous les textes et principalement en fait ça venait du gouvernement. Donc si vous allez sur le site du ministre du Travail, c'est une veille active qu'il faut avoir, c'est vraiment journalière.
C'est pas des textes qui sortent et qu'on entend parler partout. Et souvent, ce qui est là où c'est qu'il y a l'information avec le plus de détails, c'est dans les questions-réponses. Donc, faut vraiment pas hésiter à être actif sur ce site-là, en tout cas. Après, vous pouvez avoir la directe de votre région qui peuvent vous donner des indications. Nous, on l'a peu utilisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai une question sur un sujet, je vais directement sur le site du ministère. Alors, je crois qu'Aubry nous a rejoint sur Oui, l'audio. bonjour. Oui, bonjour Oui, Aubry, on est contente de pouvoir vous parler. désolée, c'était un peu compliqué. Non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là avec nous. Donc, peut-être que vous pouvez très rapidement nous expliquer quel est le contexte dans votre entreprise, déjà quelle est l'activité et où vous en êtes, vous, sur l'activité partielle. Alors, donc aujourd'hui, moi, je suis responsable des ressources humaines du groupe Les Vignerons de Tutiac. Donc, notre activité, c'est la vente de vin à la grande distribution, mais aussi au secteur traditionnel, ce qu'on appelle café, hôtel, restaurant, Mhm. et aussi à des propriétés, ce qu'on appelle du vin en vrac. Donc effectivement, on est touché de plein fouet par la crise du Covid-19, puisque les cafés, hôtels, restaurants sont fermés. Donc Combien de salariés au niveau de votre structure? 160. D'accord. Donc du coup, on a mis en place l'activité partielle. On a été obligé puisque on fait on a cette activité avec les cafés, hôtels, restaurants, mais aussi on fait beaucoup d'exports et ce qui représente environ 25% de notre chiffre d'affaires. Donc du coup, on a été obligé de placer certains salariés en activité partielle. Du Donc coup, le ça, choix s'est fait comment? En fonction de leurs affectations, de leur poste, du fait qu'ils travaillent sur... comment vous avez arbitré? alors on a regardé par service qui était impacté ou pas par la baisse d'activité. Donc le service du secteur traditionnel café, hôtel, restaurant. Donc il restait encore des commandes à honorer, donc on a mis ce service à 80% d'activité partielle. Le service export, on l'a mis à 50%. On a mis aussi des services administratifs comme tout ce qui est régie, douane, tout ça, qui dans notre secteur est essentiel. On a mis à 50%. Et notre service comptabilité aussi a été touché par l'activité partielle. Et alors, est-ce que vous avez fait, comme vient de nous le présenter Anaïs, différents scénarios en termes financiers, de manière à savoir quel était le choix sur l'indemnisation et sur le pourcentage d'activité? Oui, on a fait plusieurs scénarios, essayer de projeter un petit peu cette perte. Et en fonction du pourcentage projeté, on a mis d'office un pourcentage d'activité partielle à certains services. Il inclut pour la baisse du chiffre d'affaires prévu. Voilà. D'accord. Je vous propose qu'on continue à avancer sur la présentation. J'imagine que vous avez dépassé le stade de la demande d'activité partielle. Oui. Donc, on reviendra vers vous. Vous pourrez nous faire votre retour d'expérience dès qu'on arrive à cette slide-là, qui arrive très bientôt d'ailleurs. Alors, on voulait aussi faire un point Juste sur l'impact. Alexandra, Oui, pardon. je vais répondre à une ou deux questions qui ont été Oui, posées concernant la mesure pour les arrêts maladie. Donc nous, on n'est pas du tout experts. Je vous ai relayé cette information parce que on l'a su par hasard. Donc je pensais que c'était important de vous la partager. Je vous invite à aller sur le site du gouvernement qui donne un peu plus de détails. Et précise bien que les arrêts maladie vont jusqu'au 30 avril. Tous les arrêts qui sont faits après, à partir du 1er mai, et seulement à partir du 1er mai, ça passe en activité partielle.
Moi, je n'ai pas plus d'informations à vous communiquer sur le sujet, donc je vous invite vraiment à aller voir ce texte-là qui vient de sortir le 17 avril. Il y avait une question aussi qui a été posée par rapport au maintien de salaire. En effet, s'il y a un maintien de salaire lorsqu'on a un contrat de 39 heures, il faut qu'il y ait un engagement de la direction, donc un écrit qui dise comme quoi le salaire de la personne qui sera en activité partielle sera maintenu à 100% du net. Du net, je précise bien, et pas du brut. Voilà, c'était juste pour répondre à une ou deux questions qui revenaient souvent. Oui, tu as bien raison, Anaïs. On voulait aussi faire le point sur les impacts organisationnels. Voilà, ça va tous nous concerner, bien évidemment. Vous avez un devoir de vous organiser et d'informer évidemment vos salariés. Mais vous aurez aussi l'obligation de pouvoir tracer réellement quelle a été la part d'activité partielle pour chaque collaborateur entre le premier jour où vous les avez mis en activité partielle et le dernier. Donc, on voulait vous partager une vue de notre outil de Ressia. C'est ce qu'on utilise, nous, de manière évidemment à pouvoir se projeter sur les jours de télétravail, les jours de congé, les jours d'activité partielle, parce que bien entendu, avant d'être en activité partielle, on a d'abord vécu les périodes de congé. Donc là, vous voyez concrètement comment ça se matérialise au sein d'une même équipe. Ce qui s'affiche en TT, c'est le télétravail, et ce qui s'affiche en bleu plus foncé, eh bien, ce sont les jours en inactivité. D'un point de vue organisationnel, vous avez aussi à mettre en place du transfert de compétences. On est un peu tous du coup concernés. On doit prendre au pied levé une partie de l'activité de quelqu'un d'autre. Donc, il est très important d'accompagner les salariés dans ce transfert de compétences. C'est pas toujours évident et pas toujours donné à tout le monde. Et puis, beaucoup nous ont fait remonter aussi le besoin d'intervenir sur les risques psychosociaux. Cette période d'isolement pour ceux qui sont en télétravail peut être difficile à vivre. Donc, voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais ne négligez pas les feedbacks réguliers et peut-être les retours un peu informels, les prises d'informations un peu informelles qui sont plus qu'importantes dans cette période-là. Et puis, tu voulais aussi, c'est remonté quand on l'a préparé avec Sabine, indiquer que la charge de travail, elle peut se faire semaine après semaine. On n'est pas obligé de figer un planning au mois. Hein. C'est ça, Anaïs? Tout à fait. Nous, par exemple, donc on a un délai de 24 heures pour avertir le salarié s'il va être en activité partielle. Donc chaque manager fait des réunions d'équipe une fois par semaine pour justement évaluer la charge avec l'équipe et prendre une décision sur ce qui est réalisable pour l'activité partielle de la semaine prochaine. À titre d'exception, par exemple, cette semaine, je leur ai demandé un prévisionnel pour la fin du mois, pour la paye, sachant que bien sûr, on s'attend à avoir des régules de paye le mois prochain pour savoir si cette activité partielle a été bien évaluée ou pas. Donc nous, la charge, elle se suit vraiment chaque semaine et le pourcentage peut varier à la hausse comme à la baisse, puisque comme Alexandra disait, aujourd'hui, il y a quand même des besoins, même si l'activité est en baisse, donc surtout la partie commande. On a quand même des sujets de fond à traiter. On peut avoir un problème de compétences par rapport à certaines absences, donc il faut reprendre ses compétences sur certaines personnes. Il faut aussi essayer de prévoir le lendemain. Donc, si on met tout le monde en chômage partiel, c'est peut-être aussi plonger l'entreprise dans un gouffre financier. Donc, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, essayer de répondre aux problématiques d'aujourd'hui, et en même temps penser à demain pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et être proactif sur le sujet. Donc, nous, on a la chance, on utilise notre outil Eurecia, qui a un planning de gestion des absences et des congés. Donc, on a créé justement exprès ce congé-là pour le Covid-19 pour arriver à le suivre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. On comprend tout à fait. Tout le monde n'a pas un SIRH à sa disposition. Donc, par exemple, Plateau Urbain l'a fait sur Excel puisqu'ils avaient déjà une gestion des congés sur Excel.
Moi, j'avoue qu'avoir un vrai outil, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité de perdre encore plus de temps à créer un tableur justement pour cette gestion-là. Et surtout, ce qui est bien dessus, c'est qu'on arrive à voir qu'est-ce que l'on rentre et qu'est-ce qui est validé, donc qu'est-ce qui est réel et ce qui s'est réellement passé. Donc là, vous avez la petite vue du planning d'une équipe. Évidemment, la communication est très importante, hein. Alors, je vais passer rapidement parce que le temps file, il est déjà 10h07. Si vous êtes d'accord, on vous garde encore avec nous un quart d'heure parce que le point que vous attendez peut-être arrive juste après sur la demande d'activité partielle auprès du gouvernement. Donc, une communication régulière, si vous avez un CSE, vous devez de communiquer vers eux sur les choix de l'entreprise sur cette activité partielle. Globalement, adaptez votre ton, évidemment, là, c'est malvenu de faire preuve d'autoritarisme, faites preuve d'empathie. La situation est difficile, évidemment, pour tout le monde, pour le chef d'entreprise, pour les managers, pour les salariés. Et tu voulais indiquer, Anaïs, qu'il fallait une communication annexée au bulletin de salaire. Tout à fait. En Ça, fait, c'est une l'employeur a obligation. l'obligation. Oui. Oui, c'est une obligation de produire cette explication. Alors, tous les logiciels de paye ne sont pas à jour pour fournir cette explication. Donc, je sais qu'on a un délai pour justement relayer l'information auprès du salarié. Donc, je vous invite, si vous êtes en train de faire vos indemnités de calcul pour l'activité partielle, à vous rapprocher de votre partenaire de paye, surtout donc du logiciel de paye, pour savoir si oui ou non ils sont capables de vous le sortir. Par exemple, nous, on est sur Philae et Philae le fait. Donc voilà, on a déjà eu des simulations avec cette communication qui est très importante pour le salarié, hein, parce que c'est important d'avoir la transparence pour lui, malgré les différentes communications que l'on fait au sein de l'entreprise. Nous, chez Eurecia, le directeur général fait un point chaque semaine pour informer les salariés de la situation d'entreprise. Mais je sais que chaque salarié a lui aussi besoin d'être rassuré et de savoir exactement comment les calculs ont été faits, comment il peut vérifier tout ça. Alors, on rentre dans le process administratif. On vous a, j'espère, bien décrit quelles étaient les étapes par lesquelles Anaïs était passée avec l'ensemble de l'équipe sur la prise de décision. Une fois que c'est acté, là, il est temps de faire sa demande. Peut-être juste au niveau des vignerons de Tutiac, si vous êtes toujours avec Oui, nous, Aubry, oui, vous avez déjà fait la demande, j'imagine. Vous êtes déjà passé par cette étape-là? oui, on a fait la demande vers le 20 mars tout de suite. Effectivement, pour avoir les identifiants et mots de passe, il faut attendre une semaine, en tout cas à cette époque-là. Et ensuite, on a eu la réponse rapidement. 2 jours après, on avait l'homologation. Vous faisiez peut-être partie des premiers à faire la demande. Vous avez fait partie de la Oui, première vague, probablement, hein. oui, 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 on était très réactifs. En termes de délai, bon, des retours que l'on a eus en fonction de la période à laquelle la demande s'est faite, en fonction aussi des régions, il peut y avoir des variables importantes. C'est pour ça qu'on a mis ces indications de délai, mais voilà, on ne maîtrise pas tout et ça peut évidemment bouger. Je vais juste vous soumettre un troisième sondage. Alors, a priori, quelques-uns d'entre vous avaient des difficultés pour voter. Alors, je vais essayer de les laisser ouverts un petit peu plus longtemps. On voulait justement savoir à quel stade vous en étiez. Est-ce que vous avez juste fait la création de compte? Est-ce que vous avez fait la demande d'activité partielle? Ou est-ce que vous avez même déjà fait la demande d'indemnisation? Ça nous permet de voir un peu où vous en êtes. Donc globalement, pour le moment, il y a une majorité sur la demande de personnes qui ont déjà fait la création du compte et la demande d'activité partielle. Et quand même 30% qui ont déjà fait la demande d'indemnisation. Toi, Anaïs, tu en es où? Donc nous, on a fait la demande d'activité partielle et on attend la paye d'avril pour faire la demande d'indemnisation. Ok, donc ce Parce sera que fait cette semaine. oui, voilà, parce que donc l'activité partielle a été seulement mise en place à partir d'avril. Nous, Ok, c'est pareil pour les vignerons de Tutiac. vous, c'est pareil. Vous n'avez Oui, pas encore fait la demande d'indemnisation.
Non, parce que du coup, c'est vrai que le paramétrage de l'activité partielle dans le logiciel de paye a été un peu long et un peu compliqué. Donc, on n'a pas été capable de le faire sur le mois de mars. Donc, du coup, on fait tout sur le mois d'avril. Donc ça sera une régule, c'est ça? Oui, oui, Vous tout à gérez la fait. paye en interne ou vous avez un prestataire avec vous? Non, on gère la paye en interne. D'accord. On a tout Alors, fait en interne. le bon conseil, et là je pense que vous serez unanime, hein, c'est de faire la démarche administrative de création d'espace le plus tôt possible. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous vous posez des questions pour ceux qui n'ont pas encore fait la création de compte. Ne vous en posez plus, faites-la. C'est ça la bonne pratique, Anaïs? Oui, exactement. Avant même de savoir si on met de l'activité partielle ou pas, moi, je vous incite à faire cette démarche administrative. Nous l'avons faite en mars, donc juste après le confinement. Et à ce jour, nous avons toujours des problèmes. Par exemple, nous avons 2 établissements à gérer et un établissement auquel nous n'avons eu aucun problème et un autre établissement auquel ça a été fastidieux et auquel aujourd'hui je ne suis pas encore habilitée à pouvoir faire une demande. Donc, si vous rencontrez un problème technique, le support peut être très très lent. Donc moi, je vous incite vraiment à au moins créer votre compte, à avoir les identifiants et ensuite à avoir votre homologation de demande. Et vous verrez par la suite ce qui se passe dans la réalité et si oui ou non vous allez mettre en place de l'activité partielle. Alors, rentrons Du dans coup, le vif du je sujet, continue. hein. Vas-y. Tout à fait. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur la Directe, qui est assez facile hein, quand même à créer, faut le dire. Il faut créer une demande d'éligibilité pour prétendre à l'activité partielle. Donc il faut faire une justification par établissement, même si les établissements ne sont pas gérés de façon autonome. Il faut l'explication qu'on donne, elle ne doit pas dépasser 200 caractères. Alors en fait, nous, on s'est fait toute une montagne en se disant il va falloir justifier, faire un dossier de fou, etc. Et pas du tout. On avait le droit qu'à 200 caractères, donc pas grand-chose. Et comme il y a la possibilité de joindre des documents à l'argumentaire, c'est surtout on a mis un PDF qui nous a permis de vraiment argumenter avec donc les indicateurs qu'on avait mis en place, pourquoi on peut prétendre à de l'activité partielle. On a mis des graphiques, on a mis quelques preuves avec des emails des clients qui décalaient pour l'implémentation de du logiciel. On a mis la communication officielle qui a été faite au CSE, comme quoi on allait mettre en place peut-être de l'activité partielle. Et surtout, ce qu'il faut vraiment retenir lorsqu'on fait cette demande, on ne fait pas cette demande avec ce que l'on pense qui va vraiment arriver. On prend la fourchette la plus haute qui puisse nous arriver. Par exemple, moi, je vous préconise si vous avez par exemple un service commercial et que vous savez que ce service commercial, il va, d'un moment, il va plus avoir d'activité, mettez-le à 100% dans l'intégralité des personnes. Donc, même si vous savez que vous allez au réel pas mettre à 100%, que vous n'allez pas mettre 100% des 30 personnes, par exemple, du service commercial, mais seulement 10, moi, je vous incite à mettre 30 personnes à 100%. En fait, il faut prendre une fourchette la plus large possible, que ça soit en termes d'heures, en termes de personnes physiques et en termes de délai. Nous, par exemple, nous l'avons mis jusqu'au 26 juin. Je sais que Plateau Urbain l'a fait jusqu'à fin juin. Parce que même s'il y a un déconfinement, c'est pas parce qu'il y a un déconfinement qu'il y a une reprise d'activité. La crise, on ne sait pas encore aujourd'hui jusqu'à quelle date elle va s'arrêter. Donc, vaut mieux prévoir un scénario très large. Aubry, Et ce quel qui est choix vous important avez fait? On a fait la même chose, on a fait jusqu'au 30 juin. D'accord. Ouais, voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut faire un avenant en fait à notre demande. Donc, si vous avez déjà fait votre demande et que vous n'avez pas pris en compte tout ça, sachez qu'on peut faire un avenant qui permet de rajouter un nombre d'heures, de rajouter une limite de temps différente, un nombre de salariés. Donc voilà, c'est en fait il y a quand même écrit sur le site de la Directe comme quoi c'est figé, qu'on ne va pas revenir dessus, mais ce n'est pas vrai. On peut faire après un avenant. Et je pense même qu'on peut en faire plusieurs.
Oui, on a eu le cas avec Aline, hein, qui nous a aidés sur la préparation de ce sujet, où effectivement, elle avait des doutes sur le nombre de salariés. Elle n'avait pris en compte que la moitié de son effectif. Et dans le souci de faire un roulement dans certains services, finalement, l'ensemble des salariés étaient concernés. Et donc, par un avenant, elle a eu en fait l'autorisation de pouvoir rajouter ces salariés sur l'activité partielle. Tout à fait. Alors voilà les étapes en fait, hein, juste pour retracer pour ceux pour qui ce ne serait pas clair. On a d'abord la demande d'autorisation auprès de la directe que tu viens de nous détailler. Le temps d'instruction. Alors là, on nous propose un délai de réponse de 2 jours en cas de demande au titre de circonstances exceptionnelles. Et à défaut, l'acceptation est tacite. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Euh, sur cette slide-là, est-ce que tu as des bonnes pratiques à faire remonter, Anaïs? Euh, c'est toujours pareil, vaut mieux y penser dès le départ, donc faire toutes ces démarches en amont avant même de mettre en place quoi que ce soit. Si vous avez oublié de faire ces démarches et que vous avez déjà mis l'activité partielle, ce n'est pas grave, rassurez-vous, vous pouvez toujours le faire. On a un délai quand même de 30 jours rétroactif. Donc là, vous avez encore jusqu'au 30 avril pour faire toutes ces démarches. Et attention, si vous avez un CSE, à bien faire signer à vos représentants CSE, eh bien alors je sais pas comment ça s'appelle, mais l'accord de manière à pouvoir le conserver, puisqu'à posteriori, l'administration et l'URSSAF pourraient contrôler votre bonne mise en œuvre de ces différentes étapes, hein, y compris cette étape d'information aux salariés et aux CSE. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a les 48 heures de délai. Donc, si on n'a pas de réponse, c'est que notre dossier est validé. Donc, on reçoit une homologation. Mais ça n'exclut pas le contrôle qu'on peut avoir a posteriori. Donc, on peut s'attendre en fait à avoir un contrôle qui arrivera en décembre 2020 pour cette période-là. Donc, je vous incite à garder toutes les preuves, tous les justificatifs de votre activité partielle, du nombre d'heures, de la population qui est concernée, tout ce qui peut vous servir, voilà, archivez-le dans un endroit pour qu'au cas où, si vous avez un contrôle, vous puissiez les ressortir de manière facile. Alors, on a déjà quelques personnes qui doivent nous quitter parce qu'on a explosé le timing. Il est déjà 10h20, mais je pense que c'est important qu'on ait autant de précision et d'échanges. Donc, si vous pouvez rester avec nous, tant mieux. Sinon, je vous promets qu'on vous enverra le replay de manière à ce que vous puissiez voir la fin de la session. N'hésite pas, Anaïs, si tu vois des questions passer sur lesquelles je ne suis pas forcément toujours en veille, sur lesquelles tu as des réponses à apporter, à les prendre au fur et à mesure. Oui, il y en a certaines. Là, la demande d'avenant, normalement, une fois que vous avez fait une demande d'indemnisation ou vous avez déjà fait une demande d'homologation, vous devriez avoir la possibilité sur le site de la Directe de faire une demande d'avenant. Si vous ne trouvez pas comment ça fonctionne sur le site, n'hésitez pas à appeler le support. Je vous incite plus à appeler le support et pas envoyer un ticket. Nous, les tickets, ça n'a pas marché. Le support, faut essayer 15 fois peut-être dans la journée, mais à bout d'un moment, vous arriverez à avoir quelqu'un et ils arrivent quand même à vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour la oui, vas-y. question des CP, c'est vrai qu'on a omis de le dire alors qu'on avait prévu de le dire. Effectivement, il y a la mesure du gouvernement qui incite à obliger le salarié à poser des congés payés avant de passer en activité partielle. Donc, Eurecia l'a mis en place. On a obligé le salarié, donc en fonction bien sûr des catégories de salariés, à poser des congés payés. Bien sûr, pour cela, il faut un accord entre le CSE et la direction. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a fait aussi pour les vignerons de Tutiac. Et on est allé au-delà, en fait. On a demandé aux salariés de poser leur CP qu'ils devaient prendre de toute façon avant le 31 mai. On leur a dit de les poser avant le 30 avril. Alors, j'ai aussi Catherine qui a la main levée, qui voudrait participer. Donc, Catherine Paillet, je vous ouvre le micro. On va voir si vous pouvez vous adresser à nous. Non. Catherine, on ne vous entend pas. Est-ce que ça fonctionne? Ah, oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Vous êtes avec nous, on vous écoute. Très bien. Moi, j'avais une question. Étant donné que en fait le chômage partiel c'est une mesure collective, je voulais avoir des précisions sur les salariés qui étaient concernés parce qu'a priori, faut que ce soit si par exemple on met quelqu'un d'un service au chômage partiel, on est obligé de mettre tout le service au chômage ou alors ça peut être par type de fonction. Moi, j'ai une question, par exemple, là, je suis dans le pôle administratif, mais on a des personnes qui ont des intitulés de fonctions différents. Est-ce que si, par exemple, on met une personne du service en chômage partiel, tout le service doit l'être ou je sais pas. Non, non, justement, c'est ce que je disais au tout début, c'est que c'est important de regrouper les personnes par catégorie et pas forcément par service, puisque quand on est dans des petites entreprises, on n'a pas tous le même poste avec les mêmes compétences. Donc, on peut faire partie du même service et pour autant pas du tout occuper la même fonction. Il faut éviter d'avoir une seule personne par catégorie. C'est pas forcément très bien vu si vous faites ça sur plusieurs personnes. Néanmoins, moi, je peux vous donner un cas concret. Nous avons intégré une personne qui était junior. On n'a pas eu le temps de la former, on n'a pas de clients disponibles pour la faire travailler. Voilà, elle a été en activité partielle alors que le reste de l'équipe ne l'a pas été. Mais nous, on est à l'aise avec cette justification. Donc, ce qui est important, c'est comment vous allez arriver à le justifier et qu'est-ce qui diffère des autres personnes. Après, vous pouvez pas mettre quelqu'un en activité partielle si vous avez une autre personne dans le service qui fait exactement le même poste. Là, vous êtes obligé de mettre les deux personnes. Alors, j'espère on vous a répondu, Catherine, et que ça vous aidera pour la poursuite. On passe peut-être sur cette demande d'indemnisation et je vous promets qu'on vous réouvre quelques micros en fin de session. Anaïs, est-ce que tu peux rester avec nous jusqu'à Oui, bien 10h30? sûr. Il Parfait. n'y a pas de problème. Aubry, vous pouvez rester Euh, encore un petit peu avec nous? Oui, oui, pas de problème. Super. Donc, on passe sur cette demande d'indemnisation. Donc là, on est sur du coup un sujet que tu n'as pas encore abordé. Aubry, vous non plus, pas encore. Non, mais la semaine prochaine, Vous serez dedans. Donc, je te laisse, Anaïs, du coup, présenter le sujet. Donc en fait, une fois qu'on a eu notre homologation par rapport au chômage partiel, une fois que vous avez fait votre paye, hein, bien sûr, par exemple, on peut prétendre à un remboursement de cette indemnisation. Donc c'est l'allocation que l'on va recevoir. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que cette demande, elle se fait par semaine. Donc par exemple, sur le mois de mars, ça s'arrête le 27 mars. Puisque la semaine après le 27 mars, elle va concerner à moitié mars, à moitié avril. Donc, sur le site du gouvernement, ce sera sur le mois d'avril, puisque vous n'avez pas fait votre paye d'avril encore. Donc, ça peut être un peu contraignant sur les mois qui se chevauchent, d'où le fait d'avoir les analyses à la semaine, c'est très important, malgré que la paye soit, elle, mensuelle. Dedans, et on va y retrouver les mêmes informations que vous aviez dû étudier au préalable, le nom, le prénom des salariés qui sont concernés par cette activité partielle, d'où l'intérêt d'avoir un outil de suivi d'activité partielle comme on vous a fait voir avec le planning, ou alors de suivre ça sur un tableur Excel pour pouvoir justement voir le nombre de jours qui ont été posés. Quand on fait une demande d'indemnisation, on parle toujours d'heures. C'est comme pour la paye, on ne parle jamais de journée. Donc, il faut que vous sachiez à combien une journée est évaluée en termes d'heures. Et après, il faudra bien sûr fournir tous les justificatifs, donc les bulletins de salaire et l'allocation d'activité partielle. Donc, l'allocation d'activité partielle, on la retrouve à la fin du bulletin puisqu'elle est pas prise à charge. Et d'ailleurs, il y avait une question sur justement le fait que l'indemnité d'activité partielle était soumise aux caisses de retraite. Écoutez, pour nous, c'est pas le cas. Quand on a fait les simulations à ce jour, je vous confirme bien que ce soit l'indemnité d'activité partielle ou la compensation de l'activité de l'employeur à l'activité partielle, on le retrouve bien en bas du bulletin, donc c'est pas soumis à charge. C'est géré de la même façon que les indemnités de rupture conventionnelle ou de licenciement. Alors, je peux intervenir? Oui, oui, bien sûr. Oui. Juste pour préciser, enfin,
selon moi, ça dépend des, des logiciels de paye. Par exemple, sur le mien, je suis sur Sage et l'activité partielle, je la retrouve en haut de bulletin, même si elle n'est pas dans le brut, parce que elle reste quand même soumise à CSG, CRDS, et selon l'entreprise où on est, elle est soumise à des cotisations prévoyance. Par exemple, chez nous, Par rapport aux conventions collectives, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Par voilà, rapport au secteur voilà. d'activité, on peut avoir des différences. Oui, ça se peut. Voilà, par rapport à des ou alors à des contrats qu'une entreprise aurait pris, par exemple, on a pris un contrat supplémentaire pour de la prévoyance. On a interrogé notre assureur qui nous a dit effectivement, vous devez, c'est prévu dans notre contrat, cotiser sur faire cotiser vos salariés au titre de l'activité partielle sur cette prévoyance. Donc, Oui, Donc, c'est pour ça que c'est résumé, vous diriez important. d'être bien vigilant à la fois sur vos oui, différents types de contrats mutuels, prévoyance et autres, et sur c'est votre ça. convention collective qui peut Oui, peut-être imposer certaines choses. d'autres. Ouais. Oui. Alors, on a une question justement sur le timing, peut-être que tu y as déjà répondu. À partir de quand est-ce qu'on fait la demande d'indemnisation à la fin du premier mois d'activité partielle? Dans l'idéal, on a envie de dire oui. Oui, en même temps, non. Si vous avez eu de l'activité partielle en mars et que votre logiciel de paye n'était pas prêt pour le faire figurer sur les bulletins de salaire ou que vous n'avez pas eu le temps parce que les calculs ont changé depuis, je pense qu'il y a un délai qui doit être de 30 jours, mais je ne suis pas sûre, hein, à vérifier. Néanmoins, je vous incite à faire la demande de remboursement une fois que votre paye est finalisée et que les virements ont été effectués. Ça vous permet quand même de récupérer de la trésorerie facilement. Donc, moi, je pars du principe, une fois que la paye a été effective, qu'on a les bulletins de salaire, on peut faire la demande d'indemnisation. Ben, on a anticipé, finalement, cette question, elle est arrivée au fur et à mesure, hein. Et pour la paie, ça se passe comment? Ça se passe parfois avec difficulté, Dans la en tout douleur. cas avec beaucoup de vérifications. Oui, 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 beaucoup de vérifications et beaucoup de communication avec son éditeur. Ou son prestataire de Oui, paie si effectivement vous êtes dans une entreprise Oui, qui sous-traite cette partie-là. c'est ça. Euh, et donc les régules risquent exactement. d'être nombreuses et régulières. Oui, tout à fait. Et surtout, en fait, faut se dire que on n'est pas sur une activité partielle connue. Le chômage partiel qui existait avant n'était pas le même, c'était pas les mêmes dispositions légales. Donc, ça a changé avec le Covid-19, ce qui fait que votre prestataire de paye ou votre prestataire logiciel n'est pas un expert en fait de l'activité partielle Covid-19. Donc, il faut le prendre le plus d'informations possible de leur part, mais aussi vous faire confiance à vous et aux sources que vous avez utilisées pour vos calculs. Et n'hésitez surtout pas à challenger les bulletins de salaire que vous allez recevoir et les modes de calcul qui ont été faits par votre prestataire de paye ou par le logiciel. Moi, je vous incite vraiment à être vigilant et à tout bien contrôler, au moins pour la première déclaration. Oui, Bon, tout à fait. on peut se dire que les logiciels de paie, expérience faisant, vont se mettre au diapason et plus ça va aller et mieux les paies seront vérifiées. Oui, il faut leur laisser le temps quand même. Les Oui, pauvres, c'est ils ont eu ça. le même laps de temps que nous. Mettre à jour un logiciel, c'est pas la même chose que juste se renseigner sur une loi. Par exemple, nous avons le cas avec Philae. Philae a répondu à beaucoup de choses sur l'activité partielle, mais finalement, par rapport au contrat 39 heures, on a des difficultés, donc on va se retrouver à faire certains bulletins manuellement. Bon, on se dit que c'est pas grave, hein. Voilà, on a peur de crise, ça arrive ce mois-ci, mais on espère que ce sera pas le cas le mois prochain, qu'ils auront le temps de se retourner. Alors, Tout c'est à fait. complètement innovant, rien n'est habituel sur ce webinaire, mais tant mieux. Moi, ce que je vous propose, pour ceux qui sont d'accord, pour rester encore un quart d'heure ensemble, ça fait déjà 1 heure qu'on est tous sur ce webinaire, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de participants, vous êtes plus d'1 centaine. Pour ceux qui ont envie de rester et de partager vos expériences, vos bonnes pratiques, moi, je veux bien laisser la session GoToWebinar ouverte. Je vais peut-être stopper là
l'enregistrement de manière à ce qu'ensuite les échanges ne soient pas forcément tracés, que vous puissiez parler librement entre vous. Donc, pour ceux qui ont envie de s'arrêter là, je vous laisse, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, partir à vos occupations. J'espère que cette session vous aura été utile et que vous y voyez un petit peu plus clair sur le sujet. Et pour tous ceux qui ont envie de continuer à échanger, alors si vous restez à 100, peut-être que je ne pourrai pas ouvrir tous les micros, mais pour les autres, je vais bien essayer de faire une session participative en ouvrant les micros. Merci en tout cas toutes les deux pour votre participation.